On repart. Alors, la tech, évidemment, toujours GPT. Donc, vous avez forcément vu ça, Carrefour, le robot donc baptisé Hopla avec un H, qui aide à faire ses courses en fonction du budget, du nombre de personnes concernées. Il tient compte des prix, des saisons, des stocks, évidemment, quand même, et des goûts des clients pour ses suggestions. Et donc, on va être incité à l'utiliser de plus en plus souvent, développé en 6 semaines avec Bain et Microsoft. Ça m'intéresse, ça aussi. Alors, juste commentaire dans les échos du DSI d'Auchan. Le risque, quand même, à ce stade, est encore d'être déceptif si l'intelligence artificielle confond la crème fraîche et la crème pour la peau. Ça m'a fait sourire. Ouais, ça peut même être encore plus compliqué que ça. Hein. Ça peut même être plus compliqué que ça, Nicolas. Bon, mais ça y est, là. Juste, je voulais... La vitesse à laquelle ce truc dont, en tout cas, moi, je n'avais jamais entendu parler, au mois de janvier ? Oui. Se retrouve dans ce qui est vraiment l'outil de grande consommation par excellence, c'est-à-dire faire ses courses chez Carouf. Je trouve ça très impressionnant. Voilà. Qu'est-ce que... moi, ça m'évoque oui, depuis 6 mois, si tu veux, c'est tout ce que ce pays, le monde, compte de cabinets de conseil, un peu autour de la tech, etc., a eu en très très peu de temps IA générative, large language learning models appliqués à mon business, etc. C'est partout, c'est dans tous les sens, c'est extrêmement, c'est costaud. En même temps, effectivement, et le sujet, c'est d'expérimenter vite. Ce qu'on avait un peu oublié dans la tech, on était beaucoup allé dans le back-office, dans la deep tech, dans le cloud, dans les sujets de sécurité, dans la cyber, on parlait plus que de ça. On avait un peu oublié le consommateur, on avait l'interface, et là tout d'un coup, on se rend compte que, le facteur clé de succès, c'est la dynamique de consumérisation de la tech, donc c'est... je dois rencontrer les utilisateurs et tester à large échelle. Ouais. Et donc là, on est dans cette dynamique à nouveau. Et après, moi, Carrefour, Hopla, Bain et Microsoft, je ne sais pas du tout. Il faut tester le truc, comprendre, etc. À mon avis, c'est très compliqué pour tout le monde. Parce que le paradoxe, c'est qu'on a quand même des outils d'IA générative qui n'ont pas de mise en contexte. Donc oui, le vrai problème, c'est que ton LLM, là, ton ChatGPT ou ton Large Language Model, il faut qu'il ait un Large Language. Voilà. Mais surtout, il a une méthode d'apprentissage qui fait qu'il ne met pas en contexte. Il ne sait pas ce que c'est. Donc, il peut confondre vraiment la crème fraîche et la crème pour les cheveux. Si ça se trouve, il va peut-être te recommander des œufs. C'est le grotesque ChatGPT, les œufs de vache. Tu vois, il a des éléments que le consommateur pourrait comprendre, croire, comme des éléments faisant partie d'un common sense, d'un sens commun, qu'il n'a pas du tout. Oui, mais il aura les stocks de Carrefour. Il n'y a pas de vache dans les stocks de Carrefour, ça nous protège de ça. Oui, mais je pense que pour être vraiment efficace, il faut qu'il aille chercher au-delà de la data des stocks de Carrefour. Si c'est juste un outil d'optimisation des stocks de la data de Carrefour, c'est pas quelque chose qui dit tout ce qu'on a en stock, voilà ce que tu vas faire avec des recettes de cuisine. Justement, l'idée de l'IA et de ce que j'ai compris du projet, c'est que c'est fondé sur c'est qui va au-delà. C'est un LLM, quoi. Tu peux dialoguer avec lui et tu crois que c'est quelqu'un, c'est pas un agent conversationnel bêta, comme il y en a déjà eu des tonnes, qui va taper dans les stocks un peu de Carrefour. C'est aucun intérêt, ou d'Auchan. Aucun intérêt. C'est justement que tu peux lui poser des questions en langage naturel, en disant tiens, j'ai ceci, cela, qu'est-ce que tu pourrais me suggérer d'eux ? Et qu'il va répondre. Et ça, c'est une promesse incroyable, mais quasi impossible à tenir de manière sérieuse. Pour autant, tout le monde teste. Et donc, c'est intéressant. Il faut tester. Il faut y aller. Oui, mais là, c'est plus qu'un test, Nicolas. C'est Carrefour. Oui, mais c'est Carrefour et ils le rendent public, quoi. Oui, donc ils y vont. Ils le rendent public à large échelle, mais je pense on va essayer de ne pas le mettre au cœur de la relation partout tout le temps, parce qu'ils peuvent pas, et que c'est trop compliqué. Mais oui, voilà. Et puis ils vont voir la mécanique d'adoption, parce que je pense que tu vois aujourd'hui des gens se balader avec des IA dans les rayons, et donc le risque c'est la désintermédiation, et donc il faut se. Ah oui. Ils sont. Ah oui. Ils vont pas envie que que d'autres personnes avec leur smartphone aient plus d'intelligence, de recommandation et d'orientation. Que le cloud, il est dans les rayons aujourd'hui avec ton smartphone. Un peu de marge quand même, non avant que. Ça va vite. La vitesse d'adoption de ChatGPT a mis moi beaucoup j'y de tiens monde. Et j'ai pas eu l'impression. Moi, je pense que la profondeur de la rupture et de son impact, il n'est pas tellement là aujourd'hui dans l'IA. Ça va prendre du temps avant que chaque personne dans les rayons ait un ChatGPT à côté de lui qui lui dise tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui, etc. Avec ceci, avec cela. Voilà.
Ça va prendre du temps. Elle est plutôt en amont, l'IA, elle est ailleurs aujourd'hui, la révolution de l'IA, elle est dans tous les process métiers, elle est à plein d'autres endroits. Mais pour autant, c'est là qu'on la voit. Dimension d'expérimentation, d'apprentissage, ce côté large échelle et consumer qu'on avait un peu perdu en faisant tout est back-office maintenant, etc., qui était un peu une des premières révolutions de l'Internet, c'est un des éléments intéressants de cette révolution-là. Flavien, comment tu regardes ça ? 2 remarques. La première remarque, c'est qu'on a quand même, alors je vais employer un mot, je suis forcément caricatural, mais on a quand même un peu le sentiment qu'il y a parfois des effets de mode dans la tech. Ah bon ? mais des effets de mode qui peuvent se traduire par des dizaines ou des centaines de milliards d'euros de capitalisation en bourse en fonction de votre métier. Donc c'est assez... Non mais c'est fascinant quand même. On se souvient du jus d'orange dans la blockchain, ça devait être 2019 dans ces eaux-là. Le métavers, bon maintenant l'IA effectivement... C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais on dit chaque fois c'est pas pareil. Non, c'est pas ça pour le métavers, tout le monde a dit. Non, pour la blockchain, on a beaucoup écrit quand même sur la blockchain, on a beaucoup lu. Mais bon, passons. Oui, mais elle est toujours là, c'est pas comparable quand même. Tu peux pas comparer. Je suis d'accord. Moi je sors le métavers du truc là, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait, mais les deux autres, tu comprends quand même du métavers malgré tout. Bon, mais c'est pas tout à fait pareil, je suis assez d'accord. Je pense effectivement que l'impact à long terme de l'IA se verra dans d'autres secteurs que celui qu'on vient d'évoquer. Au fond, pour le consommateur, la question, c'est de savoir quelle est la création de valeur. On parle beaucoup de création de valeur pour les entreprises, mais il faut en parler aussi pour les consommateurs. Qu'est-ce que ça m'apporte comme valeur, moi, en tant que client ? Il n'y a pas 36 possibilités. Il y a la valeur de « ça me fait gagner du temps ». Réellement, c'est-à-dire qu'une nouvelle technologie arrive et moi en tant que consommateur, moi je fais très attention à ça, je pense que le temps dans nos sociétés modernes c'est un élément absolument clé, c'est un déterminant majeur dans la mobilité, les canaux de distribution, c'est le temps, on n'a pas le temps, on est tout le temps pressé, donc qu'est-ce qui me fait gagner du temps ? Donc ça c'est une vraie création de valeur pour le consommateur. Et la deuxième création de valeur c'est l'expérience client. Est-ce que c'est une expérience client inouïe d'avoir une IA avec lui qui va lui dire non fais ci, fais ça, je ne suis pas sûr, il faudra voir au fil du temps. Ce qui est sûr, je ne veux pas personnaliser le truc, mais quand tu as 4 gamins à nourrir, c'est peut-être quand même une expérience unique. D'avoir quelqu'un qui te t'éviter le purée poisson pané, si tu veux. Oui, peut-être, je sais pas. Je referme la parenthèse. Mais pour moi, c'est à mettre en regard du moteur de recherche des recettes de cuisine. Aujourd'hui, on est arrivé à un optimum merdique sur les recettes de cuisine. Qu'est-ce que j'ai dans mon frigo ? Qu'est-ce que j'ai comme inspiration ? La réponse d'Internet, qui était quand même, je vais t'aider à trouver le truc, est merdique, ne marche plus. On est d'accord. Et l'IA peut venir apporter quelque chose. Il y a un moment de création de valeur très intéressant là-dedans. Quelle course, quelle recette, quelle inspiration, comment gérer ça, etc. Ou un compagnon. Il est évident qu'on va avoir une innovation dans le domaine très forte, quoi. Et que l'optimum marmiton Google aujourd'hui ne fonctionne pas. Il est pollué par excès de recherche, de SEO. Enfin, on a trouvé un mauvais optimum économique, quoi. D'ailleurs, les distributeurs ne savent pas faire, n'ont pas de lien avec les recettes de cuisine, les courses. Il n'y a pas de connexion. La promesse du frigo connecté. Mais ça veut dire, attends Nicolas, parce que tu dis un quelque chose qui peut se créer. Tu dis un truc super important. Ça veut dire avec le SEO, ça veut dire qu'il faut que, en l'occurrence Carrefour, et c'est un peu ce que tu me disais, mais ceux qui vont développer ces modèles acceptent de lâcher prise. Pour que ce soit pas une nouvelle façon de pousser. Parce que c'est ça, en fait, le sujet. C'est que l'ensemble de ce système pousse des produits dont, de toute façon, on n'a pas envie. Et la preuve, ils n'arrivent pas à les vendre. Donc, c'est pas par hasard s'ils n'arrivent pas à les vendre. Donc, il faut que ce soit honnête, agnostique, supprimer tous les biais business qu'il peut y avoir dans l'ensemble du système. Ça sera compliqué de supprimer tous les biais business d'un Pas tous, mais on va dire un certain nombre. Quand même. Et à mon avis, il va y avoir des nouveaux infomédias, de nouveaux intermédiaires qui vont s'appuyer sur de l'IA qui vont apparaître. Et le sujet de Carrefour, c'est de ne pas se faire prendre de court. Donc, c'est d'expérimenter lui-même, de comprendre, d'observer, de regarder comment ça marche, etc. pour ne pas se retrouver avec un Yuka mêlé avec de l'IA qui viendrait prendre le pouvoir dans la relation versus le distributeur. Et je pense que c'est ça leur travail stratégique à eux. Mais pour autant, est-ce que leur réponse est la bonne et est-ce qu'il y a une mode ? Il y a une accélération, il y a une mode, il y a un effet, mais on est sur quelque chose d'assez profond. Ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est pour moi vraiment une opportunité pour les distributeurs d'arriver à se différencier et d'arriver à créer de la valeur autour de leur modèle historique. Le modèle historique, c'est on vend des produits dans les rayons et donc on est en gros en concurrence avec les voisins par le prix. Et c'est très difficile de se différencier dans la grande distribution. Là, assez récemment, il y a eu des choses intéressantes autour du service, la capacité à se faire livrer, la capacité à aller récupérer une commande enregistrée sur Internet, qui me semble être de l'ordre de fidéliser un client, parce qu'effectivement, quand tu as l'habitude de faire tes courses... Si tu es en train de nous décrire le drive, là, François-Xavier, ça existe depuis 10 ans, mais... Oui, non, mais
ça existe depuis 10 ans et je pense que c'est un des moyens autour duquel les supermarchés commencent à se différencier. Donc pour moi, c'est la continuation du drive en fait. C'est la continuation de l'évolution d'un jeu de service autour de je vends des produits, venez les chercher dans le magasin, un jeu de service qui va permettre de fidéliser, de verrouiller, ça dépend comment tu veux l'appeler, le consommateur. Et effectivement, je pense que si ce système-là marche, et je ne dis pas qu'il va marcher parce qu'effectivement c'est très expérimental et on est encore, enfin ChatGPT c'est un peu le Pong du jeu vidéo, quoi. C'est le tout début. Je pense que ça va évoluer avec une vitesse et une amplitude qu'on a du mal à appréhender et que je pense qu'on est même incapable d'appréhender. Mais s'ils arrivent à faire fonctionner un moteur qui aide vraiment le consommateur dans ses choix de repas et qui ensuite est une logique un peu intégrée de je complète tout, je regarde ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas et je vous simplifie vraiment la vie, et que c'est différencié par rapport à leurs concurrents, tu peux avoir un lien qui se crée, une capacité à se différencier qui est intéressante. Donc ça ne m'étonne pas du tout que les distributeurs tentent de le faire. Non, et ce qui va dans ton sens, c'est pas par hasard si c'est Carrefour qui se lance là-dessus, Carrefour qui a du mal sur les prix. Il a du mal sur les prix. Par rapport aux indépendants, et donc Leclerc et Intermarché. Donc, exactement. Et autour de cette logique de dire je fais une offre complète de service, tu peux dire... à la limite, le stade ultime, c'est qu'est-ce que vous voulez faire ce soir pour votre dîner ? Ah bah tiens, je pourrais faire ça, tac, 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 et je vous livre l'ensemble, et j'ai une livraison... et j'ajoute, ce qui nous amènera au sujet suivant, mais pas tout de suite, mais j'ajoute, tu as sans doute moyen d'agir efficacement sur le gaspillage alimentaire, et si moment viendra forcément où ce gaspillage alimentaire sera... dans le bilan carbone des grands distributeurs, tu as un moyen d'agir sur leur bilan carbone. Là, il y a là aussi quelque chose d'intéressant. Et donc, un mot encore là-dessus. Ouais, un mot encore là-dessus, Flavien. Ouais, non, juste pour l'anecdote, mais c'est l'intelligence artificielle, l'IA. Moi, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était il y a 30 ans quand je suis rentré dans l'entreprise. Parce qu'à l'époque, je suis rentré de façon opérationnelle, on faisait des dossiers de crédit évidemment tous les jours. Et en fait, l'octroi des dossiers, elle se base entre autres sur un système de notation, un scoring. Bien sûr. Voilà. Et que moi, j'étais tout jeune, attaché commercial, je suis arrivé à l'entreprise, on m'a dit, voilà, tu rentres les dossiers, tu demandes au client âge, date de naissance, machin, situation familiale, profession, salaire et tout. On rentre toutes les données d'un client, comme n'importe quelle banque. Et à la fin, le système de lui-même, avec toutes ces données, va attribuer un score, en fait. Et c'est ce score qui va déterminer si oui ou non on peut accepter le crédit au client. Bien sûr, l'être humain pouvait reprendre la main. Mais je me souviens très bien que mon premier chef, mon premier N+1 à l'époque, j'avais dit, mais comment ça se fait que la machine va décider à notre place ? Il m'avait dit, cherche pas. Les capacités de la machine, capacités d'analyse de risque de la machine sont bien plus puissantes que tous les cerveaux réunis de l'entreprise. Et elle est bien plus forte que nous tous parce qu'elle sait tout en temps réel et elle est capable de tout restituer, la notion de risque. Et je dis, mais en fait, c'est un cerveau artificiel. Il m'a dit, oui, c'est ça. Ben, j'étais loin de me douter que 30 ans après, je serais ici en train de parler de l'intelligence artificielle en présentant ça comme une révolution. Mais je pense qu'effectivement, il va se passer plein de choses à l'avenir. Quand même, par rapport, juste un mot, mais tu disais effet de mode, alors c'est parce que j'y réfléchissais, c'est complètement idiot de dire, je vais dire comme Bill Gates, mais bon, voilà. Moi, j'ai rien vu de tel depuis l'iPhone, en termes de bouleversement, de ce que ça implique dans ma vie quotidienne, de ce que je suis en train d'imaginer au quotidien sur la façon dont je me sers de cette machine. Ça déboule comme ça. Oui, il y a un effet... C'est quand ça, même, le truc. là, pour le coup, l'effet waouh, il est là, quoi. Il est là, totalement là. Oui, alors oui, je me disais, mais c'est peut-être un peu large comme sujet, mais effectivement, enfin, je sais pas, toi, Nicolas, peut-être que certains de tes clients y réfléchissent avec toi. Comment on traite ce truc, en fait ? La formule dont je suis assez fier, c'est on peut s'y perdre. Où on peut tout perdre, un petit peu ce que tu disais. Mais le risque, c'est aussi de s'y perdre. C'est-à-dire, c'est aussi d'aller expérimenter massivement, que ça ne marche pas, de se retrouver en conflit avec les clients. Bon, voilà. Oui, c'est un petit peu son... je pense qu'il y a... ça n'était pas dans la feuille de route des COMEX il y a 6 mois. Voilà. C'est dans la feuille de route des COMEX de la plupart des boîtes et tout le monde est arrivé genre... Waouh, comment ? Et je pense que personne n'a complètement la clé. Et ils appellent Bain, en fait. Ils appellent et à la fin, tu appelles Bain, Deloitte... Et puis, il y a un sujet de domination des très grands acteurs de la tech qui est un sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout passe par 2 acteurs ou 3 acteurs majeurs. Si tu enlèves Amazon, Microsoft et Google, et Meta un peu dans une moindre mesure, mais qui est quand même moins puissant, etc. En gros,
t'as pas d'IA, voilà, tout est chez eux. Et tu vois, Carrefour fait avec Bain, qui est intermédiaire pour des sujets d'IA de Microsoft, etc. OpenAI, c'est 10 milliards de Microsoft, c'est quand même sorti comme ça. Hein. Enfin, voilà. Donc, bon, si tu veux, quand tu es n'importe quelle boîte aujourd'hui, sortir 10 milliards sur de l'IA, c'est pas possible. Hein. Il n'y a pas une boîte en France qui est capable de le faire. Des grosses annonces de Vuitton, de LVMH, sur le sujet, ça fait longtemps qu'ils essayent d'y aller, mais enfin, ils sortent pas des milliards, tu vois. Ils expérimentent avec encore, tu vois. Donc, on a un sujet aussi de stratégie, d'alliance et d'indépendance en France, on parlerait vite de souveraineté, parce qu'on met ça... Voilà, ah, mais tout de suite. Mais même en Europe, on parle de souveraineté. Voilà, mais qui sont assez critiques derrière. C'est comment est-ce qu'on travaille sur ce sujet. Après, en vrai, le dilemme d'innovation de chacune des boîtes sur ce sujet, c'est chaud. Hein. Il est à court terme. C'est-à-dire qu'on a quand même l'habitude des vagues technologiques où il y a, on se dit, le cloud, il faut passer au cloud, donc ça prend 6 ans. Il y a de l'évangélisation qui arrive, et on va vite. L'iPhone, entre Steve Jobs qui présente son iPhone et le premier iPhone qui commence à prendre sur le monde, l'adoption, tu vois, elle ne se fait pas de... Voilà, là on a ChatGPT, c'est 100 millions d'utilisateurs en 3 mois. Si tu veux, c'est extrêmement massif et extrêmement profond en même temps, donc la rapidité d'adaptation, elle est très dure pour un comité de direction. La tech américaine quand même, hein. Enfin, c'est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, l'Amérique est toujours là. L'Amérique est toujours là, elle sera toujours là. Hein. Ils ont la monnaie du monde, mais ils ont aussi la tech du monde. Hein. Là, tu prêches un convaincu. C'est quand même incroyable. Quoi. Et dans tes boîtes, puisque c'est de nous trois, c'est peut-être toi qui en vois le plus quand même, François-Xavier, même si moi j'en vois un certain nombre, mais moi je sais que niveau ETI, c'est quelque chose qui remonte. Avec un immense point d'interrogation. Hein. Pareil. Et c'est plus... Et qu'est-ce que font les autres ? En fait, c'est plus ça. Mais Stéphane, toi, les gens que tu rencontres, ils font quoi ? Ils en parlent ? Qu'est-ce que font les autres ? Je confirme que si les comics du CAC 40 sont un peu paumés face à l'IA, les comics de TI le sont aussi. Hein. Ouais, voilà. Voilà. Non, mais c'est un sujet qui remonte, qui commence à remonter. C'est un sujet sur lequel nous, on a déjà déployé, dans des participations, des outils sur des sujets très spécifiques sur l'IA. Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de... Pour moi, l'une des bonnes approches, c'est d'avoir des approches d'IA assez segmentées. Il y a des IA pour optimiser les linéaires, il y a des IA pour optimiser le pricing, il y a des IA pour optimiser les opérations, la consommation énergétique, et je pense que c'est la bonne façon de rentrer. Tu rentres sur un sujet donné et tu pars, non pas de l'IA, mais tu pars du besoin de l'entreprise, tu te dis c'est quoi les 2-3 sujets pour l'entreprise, et est-ce qu'il peut y avoir des solutions d'IA qui peuvent m'aider ou pas à les régler. Et tu peux avoir effectivement des choses intéressantes, surtout dans certains secteurs, sur des secteurs effectivement l'IA conversationnelle. Oui, mais c'est ça. Mais tu pars dans l'entreprise. Tu pars du problème de l'entreprise. Tu parles pas des potentialités de l'IA. Ça, c'est intéressant. Tu dis comment ne pas s'y perdre. Je pense que c'est vraiment la clé. Ouais, c'est la clé. Tu pars dans l'entreprise et tu dis c'est quoi mes sujets, c'est quoi ce qui a un impact sur mon excédent de bourse d'exploitation et sur ma rentabilité. Est-ce que l'IA peut faire quelque chose ? Et là, tu as une clé d'entrée et tu as un moyen d'entrée qui va faire que tu vas pas forcément utiliser ChatGPT, mais utiliser une start-up ou une petite entreprise qui va t'apporter une solution pour ton problème fondé sur de l'IA. Un mot, Nicolas, avant d'aller sur la facture de la transition énergétique, parce que ça aussi c'est un sujet qui va arriver là. Je ne comprends pas donc sur l'identité numérique, on avait déjà dit un mot ensemble. J'avoue que je ne comprends pas les pudeurs de jeunes filles, y compris du gouvernement, sur le contrôle d'accès des sites pornographiques. Quand on voit les études qui sortent, l'accès maintenant de plus en plus jeune à l'ensemble de ces sites. Tu trouves qu'il y a des pudeurs de jeunes filles ? Je trouve qu'il y a des pudeurs de jeunes filles. Il n'y a pas tout simplement demandé un contrôle basique, pur, soit un numéro de carte bleue, soit une pièce d'identité, soit... Enfin, tu vois, à un moment, boum, quoi. Alors, je t'invite à lire le très bon papier de Renaissance numérique sur le sujet. On a fait le point, on a étudié pendant assez longtemps. Et puis, je t'invite à voir aussi les applications, parce que dans le projet de Jean-Noël Barrot, SREN, projet de loi en cours, il y a une accélération. Il y a eu 3 projets de loi et propositions de loi sur le sujet différentes depuis le début de l'année. Donc, l'activité législative et réglementaire sur le contrôle de l'âge en ligne et la protection des mineurs du porno, elle est là. Ça bute un peu à chaque fois sur la même chose. Tout le monde est d'accord sur le fait que maintenant, il faut quand même empêcher. Voilà. Mais permettre aux gens, vérifier que quelqu'un, quand il est sur Internet, c'est bien lui qui est derrière un écran.
et que c'est lui qu'il a tel âge ou pas tel âge, en respectant un tout petit peu la liberté d'aller et venir et la certification de chacun, c'est un peu complexe. Mais aujourd'hui, il y a des mécanismes de tiers de confiance qui sont au stade expérimental, presque au bord d'accéder. Je vois ça, effectivement. Qui sont pas loin d'y arriver. Pourquoi tu as besoin d'un tiers de confiance pour ces sites-là? Je comprends que tu peux avoir besoin d'un tiers de confiance, mais pour ces sites-là... Qui va dire que tu as 18 ans? Toi Stéphane, tu es un peu le samedi après-midi, une carte tu as envie d'identité d'aller comme sur on un le fait site pour porno. Cityscoot, tu vois, Nicolas, à un moment, Cityscoot, j'ai envie de prendre un scooter électrique, il faut que je balance une carte d'identité qui prouve que c'est moi. Et alors, la vérification d'identité dans des contextes un peu sensibles comme ça, sans création de registre, etc., c'est assez compliqué. Aujourd'hui, typiquement, tu pourrais utiliser la certification d'identité de l'État. Quand tu vas sur impôts.gouv.fr, tu te logs sur impôts.gouv et puis après, tu vas aller ailleurs. Sauf que je doute que le citoyen qui a envie de se faire un petit film porno tranquille, il a envie de se loguer d'abord sur impôts.gouv pour certifier qu'il est majeur, si tu veux. C'est pas évident. Pas évident. Tu vois, c'est pas évident. Et donc, en fait, on cherche... Mais il faut assumer, quoi. Et puis, on n'a pas forcément envie d'avoir un grand fichier centralisé chez les acteurs porno qui connecte à l'identité réelle des gens et leur passion pour plein de sujets sexuels. Tu as peut-être envie que l'anonymat entre les deux, il soit un peu préservé. Oui, parce qu'à ce moment-là, que le Stéphane ou le Nicolas qui a des petites passions sexuelles sur quelques fétiches dans son coin, qui va sur un site porno, il soit Nicolas. Et puis qu'entre les deux, il y a quelqu'un qui fasse la connexion et qui dise lui, il est majeur, il n'y a pas de problème, il peut venir. Et c'est ça, en fait, qui est compliqué à craquer. Et ça, tu ne veux pas y arriver avec un agent des impôts qui dit oui, c'est Stéphane, vous laissez-le rentrer, etc. Et Stéphane, il n'aura peut-être pas envie. Moi, j'aurais confiance dans l'agent des impôts. Toi, t'as confiance dans l'agent des impôts. Et la plupart des Français. Non, je comprends l'histoire du fichier. Si le fichier est attaqué, et donc il faut respecter. Parce que tout ça circule. Il y en a eu plein des fuites de données, des sites de rencontres et des sites porno. Il y en a eu plein. Donc on a envie de faire. On préférait que ça soit toto42@gmail.com. Et la plupart des Français et des utilisateurs de ces trucs, ils font ça, tu vois. Et donc, c'est compliqué. Bon, d'accord. En revanche, des solutions sont en train d'arriver, ça s'active, ça se fait un peu n'importe comment, comme d'habitude. Mais moi, mon pari, c'est que dans 6 mois, on aura quand même une solution qui sera imposée aux acteurs porno. Et après, le problème, c'est toujours la même chose. Extraterritorialité, comment est-ce que tu fais en sorte que vraiment tu rends la chose oui, mais bon, on va pas parler trop longtemps de ça, parce que mais le gamin de 12-13 ans qui va se loguer, il va pas passer par un VPN, enfin, tu vois. Pas tous. Facture de la transition. François-Xavier, je t'ai lu, tiens, on va voir d'ailleurs une série de tweets que tu as envoyés, où en gros tu dis passer par... Ce qui t'a frappé dans ce rapport dont tout le monde a parlé, c'est le refus de l'innovation. Est-ce que je résume bien le truc? Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce qui m'a frappé, c'est le chiffre qui a été mis en valeur, qui est 66 milliards pour la transition écologique, en fait. Et le rapport l'exprime très correctement, mais il n'a pas été repris comme ça dans la presse. Et ce sont des investissements. Et ça a été entendu comme un coût, en fait. C'est ça qui m'a un peu... Et je trouve qu'il y a une ambiguïté autour de ça va coûter 66 milliards. En réalité, et quand on lit le rapport, on s'aperçoit que la plupart de ces dépenses sont liées à des investissements dont une grande partie ont un retour sur investissement. Quand tu installes une pompe à chaleur, quand tu installes un double vitrage, quand tu mets en place un parc photovoltaïque, oui, il y a de l'investissement, mais à partir du moment où derrière tu as un retour sur investissement, c'est quelque chose qui peut se financer par le marché. Et donc moi, ce qui me manque un peu dans ce rapport, c'est non pas le montant de l'investissement, mais le montant de l'investissement net. Et donc, parce que derrière, quand on dit ça va coûter 66 milliards, donc il y a un impôt, je trouvais que c'était un raccourci un peu rapide. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 66 milliards, quelle est la partie qui ne va pas être rentabilisée? Et donc, quel est le vrai coût net? Et donc, ce que j'essaie de faire dans mon tweet, c'est un parallèle avec ce qu'on appelle le coût d'abattement. Et en disant, si ce 66 milliards était un vrai coût, on veut économiser 168 millions de tonnes. Si c'était 66 milliards pour économiser ces 138 millions de tonnes, ça ferait environ 480 € la tonne de CO2. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le GIEC a produit dans son rapport les coûts d'abattement des technologies et il vous dit à peu près... On peut arriver à couper la moitié des émissions de carbone avec des technologies qui coûtent environ 40 € la tonne de carbone économisée. Si tu veux économiser 138 millions de tonnes à 40 €, enfin 40 $ en l'occurrence, à 40 $, ça te coûte 5 à 6 milliards de dollars et pas 66 milliards d'euros.
À la limite, rentrons pas sur parce que le chiffrage, me semble. Mais j'aime bien, effectivement, ton histoire de investissement net, c'est-à-dire c'est ça la question. Voilà, c'est ça la question. C'est ça la question. Et c'est ça qui manque. Ce qui doit relever de la seule puissance publique, sachant que tout le reste peut relever du marché. Oui, et encore, tu peux même le faire relever du marché encore une fois, si tu mets en place un prix du carbone. C'est-à-dire que tout ce qui est trop cher en termes de carbone pour être... Mais ça, on tombe sur un truc, il faut qu'il soit mondial, ce prix du carbone. Mais non, mais il est déjà en place, le prix du carbone. Hein. Surtout le système ETS en Europe, il te prend le carbone autour de 80 € pour beaucoup d'industries. En France, il y a une taxe carbone qui s'applique au carburant à 44,60 €. Donc, en fait, il y a déjà en place un certain nombre de mécanismes de taxation de carbone. Il faut laisser le temps qu'ils se mettent en place. Il faut simplifier un certain nombre Tu as vu, François-Xavier, on en parlera mercredi, puisque Denis Ferrand viendra nous voir mercredi, la note de Rexecode sur les dégâts en fait considérables que sont en train de faire à la compétitivité de l'industrie européenne l'ensemble de ce système de taxation carbone à partir du moment où il n'est pas mondial. Mais tu peux. Donc voilà. Je te dis pas qu'il faut pas avoir des mécanismes d'ajustement. Je pense que la taxation carbone, elle peut se faire aussi à la consommation, ce qui permet de couvrir à la fois les importations et les productions locales. La taxation carbone, elle doit être redistribuée. Donc oui, il y a plein de défauts au système actuel et oui, ils peuvent être corrigés. Mais encore une fois, le meilleur mécanisme pour allouer... En fait, la question, c'est comment tu alloues de manière optimale tes dépenses aux émissions de carbone. C'est ça la vraie question. Et en fait, tu le fais en allant chercher d'abord les technologies, quelles qu'elles soient, qui sont les plus rentables, qui coûtent le moins cher à la tonne de carbone économisée. Je veux allouer mon capital à ce qui est le plus puissant en termes d'économie de tonne de carbone. Et ça, tu as deux façons de le faire. Tu as une façon qui est centralisée en disant je suis l'État, je suis omniscient et je vais décider qu'on va mettre tant dans le génie civil, etc. Ça, c'est un peu... Enfin, c'est pas tout à fait l'idée qui est suivie. Ou tu laisses le marché arbitrer. Ou tu laisses le marché arbitrer et tu lui donnes les bons outils pour arbitrer et tu fais qu'il arbitre naturellement. Je ne te dis pas que les outils sont simples à mettre en place. Hein. Je ne te dis pas qu'ils sont simples. Mais en revanche, travailler sur cette mise en place d'outils, redistribuer encore une fois les produits pour ne pas nuire à la compétitivité parce que tu ne le fais pas pour remplir les fonds de tiroir de Bercy, tu le fais pour redistribuer aux agents économiques de façon juste à distordre l'échelle des prix sans forcément en faire une recette publique. Si tu fais ça, tu peux le faire sans nuire à la compétitivité, sans nuire au pouvoir d'achat. Il faut bien le faire. Et pour moi, c'est ça le sujet. C'est pas tellement d'avoir une politique centralisée qui est censée allouer des capitaux par la main puissante de l'État. C'est plutôt laisser à la main invisible du marché agir. On y revient. En fonction, avec des bons incitatifs de... Flavien ? Oui, alors, d'une façon plus large, au-delà effectivement des émissions carbone, la transition écologique a un coût qui est important et qui sera de plus en plus important. Mais quand on parle de coûts, on parle souvent, et c'est logique, de coûts financiers, mais il y a aussi les coûts sociaux. En fait, quel impact social ? Moi, je suis très frappé, par exemple, sur les conséquences de la loi climat et résilience. On a beaucoup parlé du zéro artificialisation nette. Quand on regarde la réglementation environnementale 2020 qui s'applique au secteur du bâtiment, donc c'est les normes à respecter sur les constructions neuves, quand on organise la pénurie de foncier avec le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire on organise vraiment la pénurie de foncier, on a un pays qui est très peu densément peuplé, et on dit on veut plus de zones à urbaniser. Mécaniquement, tu tires les prix du foncier vers le haut. Les prix s'envolent. Le prix du foncier, le peu de foncier qui reste, il s'envole. En parallèle, tu as, pour de bonnes raisons, des normes environnementales sur les coûts sur la construction qui sont drastiques et qui renchérissent en gros de 8 à 10% le coût de construction. Le foncier s'envole, la construction s'envole. Résultat des courses, le prix de l'immobilier s'envole. Les jeunes ne peuvent plus devenir primo-accédants. C'est inaccessible pour eux. Et après, on s'étonne et après on dit « Ah, mais qu'est-ce qui se passe sur le pouvoir d'achat ?» Et le logement prend une part de plus en plus importante. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive à faire cette transition, et je n'ai pas la réponse, je pose juste la question, comment on arrive à faire cette transition sans avoir des externalités très négatives sur l'aspect social. Et on pourrait parler des ZFE, c'est exactement la même logique. C'est une fois qu'on a pris les décisions, on s'interroge sur comment éviter les conséquences négatives des décisions qu'on a prises. Sur les ZFE, c'est les ménages les plus pauvres qui seront exclus des centres-villes. Zone à faible émission, hein, les ZFE. Attends, je voudrais juste, parce qu'il nous reste 3 minutes, malheureusement. Nicolas. Moi, j'aime beaucoup le sujet du coût d'abattement qui est en train de monter de manière assez forte. Moi aussi. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est allé un peu tapis. Et moi, il y avait une réflexion, je trouve hyper intéressant, le rapport de Pisani-Ferry. Enfin, je trouve ça vraiment... voilà. Après, il a un peu le tropisme État centralisateur français. Et moi, mon déplacement, c'est 66 milliards. Si tu les investis comme c'est prévu, sans doute, il y a beaucoup de zones qui sont très inefficaces, qui ne vont pas produire des bons effets. Ce n'est pas de la bonne dépense pour faire de la réduction carbone. Et sans doute, si on avait un bon marché mondial bien foutu, en gros, il ne faudrait pas les mettre en France. Il faudrait faire des puits de carbone en Afrique, aller en Inde pour enlever toutes les usines à charbon. Et en fait, on en bénéficierait tous d'un point de vue carbone. Et donc,
Oui, c'est hyper urgent en fait, et hyper important d'avoir un vrai marché mondial parce que si on dépense tout cet argent et qu'on fait un truc hyper vertueux en France, bah, potentiellement il faudra qu'on réinvestisse comme des malades pour s'adapter ensuite parce que de toute façon la trajectoire elle sera passée à 4% si pendant ce temps-là l'Inde ne réduit pas de manière beaucoup plus volontaire. Et donc peut-être que notre mécanique d'investissement nous emmènerait ailleurs si on avait les bons outils. Or pour l'instant on n'a pas du tout les bons outils, donc on a des débuts d'outils imparfaits qui nous amènent à faire une partie de choix. Néanmoins, il est intéressant, je pense que... On peut même aller jusqu'à dire que la mécanique d'investissement, elle recule presque. Puisque le dernier élément en date, c'est la coalition des assureurs qui vole en éclats, donc autour de la finance verte, parce qu'ils ne veulent pas faire l'objet de poursuites judiciaires de la part des États américains. C'est un sujet sur... Ça commence à prendre... Oui, non, mais tout le monde me dit... voilà, on le voit là. Tout le monde me dit c'est un épiphénomène. Ils te disent... Quand c'est le Texas et la Floride, ça devient important comme épiphénomène quand même, les États concernés. Les assureurs te disent aussi on va quand même continuer à faire nos feuilles de route, mais individuellement et sans forcément le faire de façon collective. En fait, ce qui a sauté dans cette coalition, c'est cette logique de coalition qui a été perçue comme étant une potentielle alliance anticoncurrentielle. Donc ça ne veut pas dire que chacun ne va pas continuer à travailler en sillon, effectivement, dans cette direction-là. Je veux juste rebondir sur un point qu'a mentionné Flavie. Mot de conclusion. Sur le coût de la construction, c'est exactement ce que je dis sur l'investissement. En fait, effectivement, ça coûte plus cher de construire, mais en revanche, tu as ton retour sur investissement avec des gains d'énergie ensuite, en fait. Et donc, c'est pas forcément... Mais pas sur le foncier. Non, pas sur le foncier, mais sur le deuxième point qu'il a mentionné. Sur le deuxième point, on peut l'espérer, et on n'en est pas tout à fait sûr, mais pas sur le foncier. Ah bah si, enfin, sur le deuxième point, tu as un bâtiment RE 2020 qui est construit, oui, il a des coûts de fonctionnement beaucoup plus bas en termes d'énergie, c'est clair. Mais tu es sûr que c'est la rentabilité nette, comme tu le dis, de l'augmentation des coûts de construction par rapport sur une durée. Ça va dépendre de la durée de... Ah oui, c'est ça, peut-être qu'au bout de 50 ans, tu t'y retrouves. Non, bien avant. Non, tu as aujourd'hui le montant des charges sur un appartement, c'est quand même pas négligeable. Donc, sauf que c'est le prix d'achat. Quand on veut devenir primo-excellent, c'est le prix d'achat qui est la barrière numéro 1. Et donc, tu as effectivement un décalage, et ça c'est vrai, c'est un vrai sujet, tu as un décalage entre l'acheteur et le bon les gars, on est au bout. C'était un sujet trop ambitieux pour les 10 minutes qui nous restaient. Merci à vous, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis donc, on se retrouve demain pour poursuivre l'ensemble de ces passionnantes discussions.